Bien, rebonjour, re-bienvenue ici donc sur la scène de l'estrade. Big 10, 10e anniversaire de Big, organisé par BPI France. Il y a de plus en plus de monde, hein. Ici ou comme ailleurs. C'est totalement fou cet événement. De quoi on va parler pendant cette conférence? D'un sujet qui vous préoccupe tous et toutes, c'est le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent, bien sûr. L'argent dont on a besoin d'abord pour lancer son entreprise, évidemment, et puis ensuite tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà, dans le business, pour payer les collaborateurs, pour honorer ses clients, ses fournisseurs également. Bref, on en a besoin. Sauf que on est en 2024 et tout change, tout bouge à une vitesse grand V. Les innovations avec les paiements instantanés, la dématérialisation, la facturation électronique, les paiements mobiles, les nouveaux acteurs, les fintech, les GAFA aussi, voilà tout ça. Attention aussi à la fraude. Entreprises et moyens de paiement. Voilà, enjeux et défis à l'horizon 2030. Regard croisé entre le régulateur et puis un trésorier. Rendez-vous donc avec les meilleurs, encore une fois, à Big 10. Je vous les présente. Voici Pierre Bienvenu. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Bienvenu, qui est chef de service des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. C'est-à-dire tous les moyens de paiement, sauf les espèces. Ouais, exactement. Donc si je veux vous braquer, là tout de suite, ça ne sert à rien. Non, mais moi je peux parler des espèces aussi, Ah naturellement. aussi, non mais d'accord, non, c'était un gag, évidemment. Florence Ségurel, bonjour. Bonjour Fabrice. Le micro va marcher dans un instant, vous inquiétez pas. Bonjour Fabrice. Voilà, présidente de la commission des moyens paiement de l'AFTE, l'Association française des trésoriers d'entreprise. Et puis accessoirement aussi, vous êtes directrice de la stratégie et du pilotage des paiements chez Groupe SNCF Voyageurs. Voilà. Juste Pierre, on va commencer avec vous. Pour avoir un tour d'horizon quand même, parce que quand on parle de moyens de paiement, quand on parle d'acteurs, c'est quoi ces moyens de paiement, ces acteurs, là, aujourd'hui, dans le paysage? On a droit à quoi? Le moyen de paiement historique le plus que tout le monde connaît, ce sont les espèces. Oui. Ça représente quand même encore un paiement sur deux en magasin, aujourd'hui, pour les Français. Ça me semble énorme. Ça semble effectivement un petit peu énorme, mais c'est encore ce que les statistiques montrent. Évidemment, ça va sur la descendante. Après, quand on va regarder les autres moyens de paiement, c'est majoritairement la carte. Et quand on parle de la carte, c'est la carte dans tous ses usages. C'est la carte en magasin, c'est la carte sur Internet. C'est aussi derrière le paiement mobile qui s'appuie surtout sur de la carte en France. Ça, c'est le moyen de paiement favorisé par les Français pour payer les commerçants. Et puis après, on a virement, prélèvement. Virement, prélèvement, ça, c'est beaucoup des moyens de paiement, virement notamment sur les entreprises. Dans le virement, on a aussi le virement instantané. Et puis après, il y a quelques moyens de paiement qui sont plutôt des reliquats du passé, mais qui existent encore. Comme au chèque. Au chèque, aux effets de commerce, billets à ordre, ce genre de choses, qui sont encore parfois utilisés dans le monde de l'entreprise. Les chèques, il y a encore beaucoup de chèques utilisés? C'est 3% des paiements scripturaux, donc en dehors des espèces. Non, il y en a de moins en moins. Mais voilà, ils véhiculent encore beaucoup d'argent, de montants échangés, et ils font partie du paysage. Les PayPal, toutes ces plateformes également aussi, on les voit de plus en plus ou pas? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est ce qu'on appelle les portefeuilles électroniques. Oui. Les portefeuilles électroniques PayPal, ils ont peut-être moins pénétré sur le marché français que sur d'autres marchés en Europe, parce qu'il y a quand même le fort usage de la carte. Mais à nouveau, PayPal, c'est souvent assis sur un autre moyen de paiement derrière, la carte ou le prélèvement. Ouais. Florence Ségurel, alors je disais double casquette, la FTE et puis la SNCF. SNCF Grand Voyageur, on est plus sur le B2C. C'est quel type de paiement alors, par exemple? Je vais donner un peu mes chiffres SNCF. Alors, je représente l'ensemble des trésoriers d'entreprise. C'est environ 1000 grandes entreprises, la fonction de trésorerie de 1000 grandes entreprises. Et effectivement, je suis également à la SNCF. Donc, je peux vous donner quelques chiffres. Alors, on n'est pas sur les mêmes ratios, parce que la SNCF, on est grosso modo 90%, c'est de la carte. On a encore un peu de liquide, mais c'est vraiment pas la majorité. Et on a une tendance de plus en plus vers la digitalisation et la digitalisation via le mobile. Alors moi, je voulais juste revenir, avant de continuer les débats, sur le modèle économique de la carte, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était assez méconnu. Et en fait,
on connaît tous, on a le commerçant, SNCF par exemple, vous êtes client en général, et on a la banque du commerçant, la banque de la SNCF, et la banque du client, votre banque. Et comment tout ça marche? Et j'ai oublié bien sûr des acteurs très importants qui sont ce qu'on appelle les réseaux de paiement. Alors les réseaux de paiement, il y en a 3 qui sont connus, Visa, Mastercard, CB ou carte bancaire. Et alors le modèle économique dans tout ça, comment ça marche? Alors le client peut payer sa carte, pas toujours. Et en tout cas, la majorité des frais sont payés par les commerçants, donc par la SNCF ou par l'entreprise. Ils payent une commission à chaque transaction. Et cette commission est reversée pour une partie à la banque du client, ce qu'on appelle l'interchange, et pour une autre partie au réseau, donc CB, Visa ou Mastercard, en fonction de la partie qui a été choisie. En France, on peut choisir CB pour ses paiements en France, et à l'international, Visa ou Mastercard. La plupart des banques françaises émettent des cartes co-badgées Visa CB ou Mastercard CB, ce qui permet aux commerçants de prendre CB pour les paiements en France, et en l'occurrence, en plus, ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc je vous laisse regarder vos cartes pour savoir si votre banque, vous aimez bien des... Est-ce qu'on arrive à prendre un exemple, je ne sais pas, spontanément, un billet que je vais acheter 100 €, je vais dire un Paris-Bordeaux, enfin bon, au hasard Balthazar, comme on dit, 100 €. Ça va être découpé comment? La SNCF garde combien sur les 100 €, donne combien à sa banque? Combien la banque, ma banque à moi, va prendre? C'est quoi, par exemple? Vous avez une idée là? Oui, j'ai une idée, mais par contre, c'est des informations confidentielles. C'est confidentiel, on n'en parlera pas. D'accord, bon, comme ça, j'avais tenté le truc. Donc, finalement, question pour résumer, puisque vous avez devant vous des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, comment les entreprises donc, peuvent choisir le moyen de paiement le plus adapté à leur secteur et à la taille de leur entreprise? Alors, comment choisir? C'est déjà bien connaître leurs clients. Et aussi, on voit, nous, qu'il y a vraiment une montée. Vous avez cité tout à l'heure les portefeuilles électroniques et PayPal. Il y a vraiment une montée de ce qu'on appelle les wallets et le paiement par mobile. Donc, bien regarder comment ces choses-là sont intégrées et le coût qu'il y a derrière, le modèle économique. Parce que c'est bien, ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir du parcours fluide, un parcours sans couture, mais il faut aussi regarder les coûts que ça implique. Ouais. Je le disais, Pierre, bienvenue. Donc le contexte change avec de nouveaux enjeux. D'ailleurs, vous publierez d'ici quelques heures, quelques jours, votre stratégie sur les moyens de paiement à horizon 2030 à la Banque de France. Mais je le disais, tout change, tout va vite. On voit les innovations, les paiements instantanés, la dématérialisation, la facturation électronique, les fintech, les GAFA. J'ai l'impression que tout s'entrechoque aujourd'hui. En fait, les choses s'accélèrent. Le paiement sans contact, il est technologiquement prêt en 2013. Il s'accélère véritablement à partir de 2017-2018. Et puis le Covid. Et après, il y a le Covid. Et maintenant, c'est 7 paiements sur 10 en magasin. Et on va voir la même chose avec le paiement mobile. Le paiement mobile, il est technologiquement prêt depuis de nombreuses années avec les portefeuilles. À nouveau, c'est assis sur la carte et ça rajoute un intermédiaire dans le modèle économique que vient d'écrire Florence. Parce qu'à la fin, la banque reverse quelque chose aux fournisseurs du portefeuille électronique. Et ben là aussi c'est pareil, ça prend du temps, puis tout d'un coup il y a une courbe exponentielle, ça s'inscrit dans les usages et ça se développe très rapidement. On espère aussi voir la chose avec le virement instantané, mais c'est clair qu'on est sur un marché qui était historiquement bancaire, des deux côtés, à la fois du côté de l'émission et du côté de l'acceptation des paiements, et qui s'ouvre à plein de nouveaux acteurs, parce que c'est un marché qui c'est essentiellement de l'informatique, c'est essentiellement de la donnée. C'est essentiellement de la sécurité. C'est aussi de la sécurité. Et forcément, ça intéresse les entreprises technologiques et les startups. Et c'est pour ça que l'écosystème est en pleine évolution. Il faut rappeler que c'est une industrie, voilà. Ça a des coûts pour les utilisateurs à la fin. On ne s'en rend pas toujours compte comme particulier parce que souvent la carte, c'est compris la carte ou le reste, même le virement. Le virement, c'est gratuit. La banque en ligne, un virement sur une banque en ligne, c'est gratuit. On ne s'en rend pas compte comme particulier
parce que c'est souvent pas toujours nous qui en payons directement le coût ou indirectement pour une petite portion. C'est souvent plutôt du côté du commerçant. Et l'accepterions-nous aussi? Ça, c'est la... Ah bah oui, ça, voilà, on est un petit peu habitué à certains... voilà, c'est plutôt du côté du commerçant. Donc effectivement, tout s'accélère, ça c'est clair, et on le constate aussi comme régulateur. Et forcément, comme tout s'accélère, il y a du positif dans cette accélération. Évidemment, en termes d'innovation, évidemment, en termes de concurrence. Qui dit concurrence, normalement, doit dire baisse des prix. Mais on s'aperçoit que malgré tout, comme c'est un marché avec des effets de réseau importants, pour imposer sa solution de paiement, c'est plus facile quand on a une position dominante. Donc, qui dit position dominante dit parfois un peu captation de la clientèle. On va en reparler justement parce que derrière il y a aussi des enjeux de souveraineté évidemment importants, et c'est vrai que la souveraineté dont on parle beaucoup depuis quelques années, bien entendu, que ce soit la souveraineté industrielle, souveraineté pour les produits de santé, etc., elle se loge aussi évidemment dans votre domaine, dans votre industrie. Oui, Florence, allez-y. Oui, alors déjà je voulais réagir. Effectivement, les clients n'accepteraient pas a priori de payer, voilà. Mais il faut quand même savoir que c'est le commerçant qui paye, indirectement, c'est bien le client qui paye parce que on a des marges à faire et ça se retrouve bien dans nos prix. Donc tout ce qui nous sert à produire notre service, voilà, bien sûr. C'est autant de choses qu'on doit injecter quelque part dans nos prix. Donc c'est un petit peu quelque part de la poudre aux yeux, et nous quand on regarde les prix, on défend quelque part aussi les clients finaux. Effectivement, hein, je reprends, c'est une vraie évolution. Moi, je dirais même que c'est une révolution. J'ai tendance à dire qu'il s'est passé en 5 ans ce qui s'était passé avant en 50 ans dans le marché du paiement. Voilà, Pierre, je ne sais pas si tu es à peu près d'accord. Voilà. Donc, multitude d'acteurs, mais en même temps, et là, on se rejoint, il y a un sujet autour des GAFA, des grands acteurs américains, et également des acteurs historiques que j'ai cités avant, qui profitent de leur position dominante, on peut le dire, puisque c'est toi qui l'as cité. Et c'est vrai, je voyais... Pour imposer leur technologie et leurs tarifs. Une tribune que je voyais récemment, on voit par exemple comment SNCF, donc vous, entre autres, Système U, dans un autre genre, Auchan, voilà, un mastodonte du retail, s'alarme de la progression de Visa et Mastercard. Ça pose vraiment la question de l'autonomie stratégique dans ce domaine. Florence Ségurel, Pierre, bienvenue. Alors, je vais juste pour illustrer, nous, ça s'est vu dans nos chiffres. Parce que, alors, je suis une financière de base, donc je regarde les chiffres. En fait, je vous ai expliqué un petit peu CB, le réseau français. En 3 ans, on a perdu 30 points de part de marché de CB. On était à 90% de nos paiements par carte étaient passés parce qu'on a beaucoup de clients français, en l'occurrence à la SNCF. Donc 90% ça passait par CB. On est tombé à 60% en 3 ans. Et ça nous a coûté quand même 2 millions de plus. 2 millions pour finalement pas de création de valeur. Hein. C'était une carte. Pourquoi? Et ces 2 millions étaient justifiés par quoi? Parce que les coûts, pour nous en tant que commerçants, les coûts quand ça passe par CB ne sont pas les mêmes que quand ça passe par Visa ou Mastercard. Par les deux géants. Et nos clients n'avaient pas changé. Donc ça pose déjà un problème d'argent, quelque part, pour l'ensemble des commerçants et finalement l'ensemble des citoyens. Ça pose aussi une question de données, parce que les données ne sont pas forcément hébergées au même endroit. Et quelque part, et plus on affaiblit un acteur français, ou des acteurs européens, parce que la tendance est pareille partout en Europe, ça pose vraiment un sujet de souveraineté. C'est pourquoi il y a environ 1 an, effectivement, avec plusieurs grands commerçants, on a souhaité alerter l'opinion publique. Pierre, bienvenue. Oui, je pense que moi, ce que j'ai l'habitude de dire, et je le pense sérieusement, c'est que les paiements, c'est une industrie aussi importante que pour l'économie, pour nos vies personnelles, que l'électricité ou que les télécommunications. Quand ça ne marche pas, les paiements, l'économie ne tourne pas, tout simplement. Et donc, il faut s'en soucier. Et c'est pour ça qu'effectivement, pendant longtemps, on s'est soucié de l'intégration européenne. On a fait en 2002 la monnaie unique. On a d'abord eu des moyens de paiement uniques sur la partie espèces. Après, il y a 10 ans, 12 ans maintenant, on a fait l'espace SEPA. Donc, on a harmonisé les instruments pour le virement et le prélèvement.
Et après, il y a eu cette concurrence avec, sur les nouveaux usages, sur la carte, etc., sur les portefeuilles électroniques. Et on s'aperçoit aujourd'hui que paradoxalement, cette nouvelle concurrence ne permet pas forcément l'intégration européenne. On a encore des marchés nationaux très distincts. En France, on a CB, en Allemagne, on a Girocard, on a Bancomat en Italie. C'est des solutions qu'on ne connaît pas, nous, Français, mais qui sont très présentes dans ces pays-là. Et de cette fragmentation européenne profitent certains acteurs extra-européens, très innovants, mais naturellement, mais également très puissants. Et forcément, dans le contexte qu'on a aujourd'hui, qui est post-Covid, où il y a des tensions géopolitiques, sur une industrie aussi essentielle que les paiements, forcément, les enjeux de souveraineté, d'autonomie remontent un petit peu en haut de la pile. Et c'est pour ça que nous, en tant que régulateurs, en tant qu'animateurs de la stratégie nationale des moyens de paiement, à côté de Bercy, qui est juste à côté, et à côté de tous les acteurs des paiements, que ce soit les industriels comme les utilisateurs, parce qu'on est tous acteurs de cet écosystème-là, eh bien, on essaye de promouvoir des solutions européennes de paiement sur lesquelles on a une meilleure maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concurrence, non, mais il faut qu'on ait une meilleure maîtrise de notre écosystème. Et donc cette stratégie européenne que vous poussez, donc les pays, la France, vous, Banque de France, elle commence à aboutir, parce qu'on voit ce qu'on appelle Wero, donc devenir quelque part et réalité. Qu'est-ce que c'est Wero? W-E-R-O. Pierre Bienvenu de la Banque de France. C'est très juste. En fait, on avait, pour cet enjeu de souveraineté, on est souvent passé, ou de maîtrise de la concurrence, on est souvent passé par le canal réglementaire, qui existe encore. Il y a une réglementation de 2015 sur les interchanges dont parlait tout à l'heure Florence. Mais on se dit qu'il faut aller mieux sur l'offre, et il faut avoir des offres, des solutions européennes de paiement. Et donc, on a Wero, qui a été lancé il y a quelques jours en France et qui, pour le moment, remplace essentiellement Paylib. Donc, c'est sur du paiement de particulier à particulier. Ce n'est pas quelque chose que les entrepreneurs ou les professionnels peuvent encore utiliser. Dans un premier temps. Hein. Mais voilà, c'est France, Allemagne, Benelux. Et c'est une solution portée par les banques européennes et qui doit à terme se développer non seulement sur le paiement de particulier à particulier instantané, mais aussi sur les paiements de professionnels. Qu'est-ce que ça apporte concrètement alors? Concrètement, c'est du virement instantané. Oui. C'est une alternative à la carte. On ne passe pas par la carte. Voilà. Ouais, on ne passe pas par les canaux de carte. C'est une alternative à la carte. Et puis, c'est l'assurance d'une solution où le traitement des données se fait sur le sol européen. Chez nous, voilà. On arrive comme ça à recouvrer une certaine souveraineté, notamment grâce à un outil comme Wero, soutenu par une petite quinzaine de grandes banques européennes, porté par des grands pays, la France, l'Allemagne, le Benelux, comme citait tout de suite Pierre Bienvenu. Non. Non, ça ne sera pas suffisant? Si on ne fait que ça, ça ne sera pas suffisant, clairement. Il faut le faire, c'est nécessaire et nous en tant que grands commerçants on soutient Wero et on regarde toutes les possibilités pour l'implémenter en fait chez nous, mais tout ça va prendre du temps. Effectivement là c'est lancé en particulier à particulier. Pour nous, ça sera plutôt sur 2026. Alors, on travaille avec Wero pour qu'il y ait vraiment des cas d'usage, de la fluidité, parce que il faut aussi que ça soit adopté. Donc, et Wero a très tôt compris qu'il fallait impliquer vraiment les commerçants. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose en termes de méthode. Comment ils font pour aller convaincre les commerçants déjà, ils nous font participer à la conception et à des cas d'usage, donc c'est très intéressant. Mais pour rester sur mon nom, parce que c'était un petit peu... Oui. Ça va prendre du temps, et donc nous 2026, mais après il faut... Voilà, avant que ça monte, il faut au moins 10 ans pour que ça soit... complètement développé et que ça concurrence vraiment la carte. Alors, je dis 10 ans. Et donc, il y a tout ce timing-là qui fait que si on ne fait rien dès aujourd'hui pour encadrer un certain nombre de pratiques ou pour les superviser, dans 5 ans, on se retrouvera avec, on va dire, 100% des échanges européens qui seront à la main de 4 acteurs américains. Oui, parce que comme vous disiez, Florence, il y a un instant, qu'on vit depuis 5 ans, c'est ce qu'on n'avait pas vécu pendant 50 ans. Et là, le fait qu'on nous dise, bon, Wero, ça va prendre du temps, c'est 3 siècles, clairement. Il faut le faire, faut le faire. Comment on peut accélérer ça, Pierre Bienvenu de la Banque de France?
Déjà, le soutien qu'on a en tant que Comité national des moyens de paiement, il est explicite déjà. Donc il y a quand même ça à faire. Je remarque quand même que je pense qu'en France, ça va prendre du temps parce qu'on a quand même un usage de la carte qui est très fort. Et les usages, ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais je vois quand même que dans les autres pays, en Allemagne ou aux Pays-Bas, on n'a pas le réflexe d'utiliser sa carte pour payer sur Internet, en tout cas moins. On a des solutions virement instantané qui existent et qui marchent. Donc je suis quand même résolument confiant sur le fait que ça puisse marcher. Et puis après, sur de telles solutions, c'est de l'innovation. On sait qu'ils veulent aussi faire de l'identité numérique, mieux gérer ses abonnements sur Internet. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'usages d'abonnements qui se font sur la carte et moins sur du prélèvement. Avant, pour des abonnements, on utilisait généralement le prélèvement. Maintenant, c'est de la carte, sur un abonnement Netflix typiquement ou autre chose. Donc, c'est de l'innovation, c'est de l'ambition et du soutien politique. Et je dirais, après, ça dépend de nous tous. Voilà. Moi, j'invite chacun à utiliser, en moins si les clients d'une des banques participantes, à utiliser Wero pour ses paiements entre particuliers. Florence Edurel. Oui, finalement, je voudrais revenir aussi sur il y a un sujet de supervision, il y a un certain nombre d'actions, et là, avec la nouvelle commission, il y a sûrement quelque chose à faire. En tout cas, nous, en tant qu'entreprise, on est convaincus qu'il faut faire quelque chose maintenant, parce que, comme dans tout, le timing, c'est ce qui est important. Et je voulais effectivement revenir sur ce sujet de la carte, le virement. En fait, on parle finalement les moyens de paiement unitaires, je crois qu'on s'en moque. Ce qui monte vraiment, c'est cet usage des portefeuilles électroniques qu'on appelle wallet. Et les wallets, ils vont agréger un certain nombre de moyens de paiement. Du virement, du prélèvement, de la carte. Et finalement, le client, que ça soit tel ou tel moyen de paiement, il s'en moque. Et puis derrière, on pourra mettre, et déjà, on peut mettre un certain nombre de services dans ces wallets. Des assurances, des cashbacks. Finalement, l'identité numérique, l'invention de nouveaux services est sans limite. Donc ce qui se joue aujourd'hui... Comme ce qu'on a fait avec le téléphone depuis une quinzaine d'années. Ouais. Voilà, et donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est vraiment une bataille autour des wallets. Ouais. Les grands GAFA l'ont compris. Les Visa, Mastercard l'ont aussi compris parce qu'ils lancent leur propre wallet. En Europe. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est ce wallet et c'est qui détiendra le lien direct avec le client grâce à ce wallet. Et là, à partir du moment où on a le wallet, il ne faudrait pas que celui qui a le wallet pousse ses propres services au détriment de services de paiement des autres. Avant de vous donner la parole dans une poignée de minutes, encore quelques questions à vous, entre autres, Pierre, bienvenue, bien entendu. On ne va pas en faire des tonnes, mais quel type de fraude aussi sont les plus courants avec les moyens de paiement qui sont utilisés par les entreprises aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il dit paiement... dit évidemment, là il y a des petits malins évidemment qui utilisent la tech pour justement contourner tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur les fraudes possibles et puis surtout aussi les moyens de les éviter à l'intérieur des entreprises? Oui, alors ça c'est l'autre casquette que j'ai, c'est sur la partie sécurité, parce que qui dit sécurité dans les moyens de paiement dit confiance dans la monnaie. Et là on est typiquement au cœur de la mission des banques centrales, c'est avoir confiance dans l'euro. Sur les moyens de paiement des entreprises, globalement, si je résume, les entreprises sont quand même moins victimes de fraude que les particuliers. On avait des fraudes au président qui font un peu, qui ressortent dans la presse parce que c'est souvent des montants. La fraude au président, c'est quelqu'un qui appelle la secrétaire du président qui dit ça serait bien, faites-moi un virement parce que c'est prévu, on en a parlé, je suis un client, etc. Et puis la secrétaire, elle appuie sur le bouton, elle vérifie pas, et puis voilà. Exactement. Donc là, les enjeux de fraude qu'on a, c'est principalement autour du chèque, autour de la carte aussi, sur les paiements sur Internet, où on a fait beaucoup mieux, mais on peut encore faire mieux grâce à l'authentification forte. Et puis après, sur les paiements des entreprises, on a un petit peu un point d'intention sur les virements. C'est fréquent dans les services comptables. Moi, je donne une anecdote très personnelle, mais je parlais de mon boulot avec mon cousin qui est directeur financier, qui me dit tu fais bien de parler de ça, de la sécurisation des IBAN, parce que j'ai une adresse mail chez moi qui a été piratée et on a envoyé un faux RIB de l'entreprise à 600 de nos clients fournisseurs. Donc ça, il faut faire attention.
évidemment, c'est un point d'intention. On vise à développer en 2025, avec le soutien de la réglementation européenne, ce qu'on appelle le Verification of Pay, pardon pour l'anglicisme, qui consiste à mieux sécuriser l'IBAN pour associer la cohérence, un contrôle de cohérence entre le nom et l'IBAN qui est renseigné sur nos espaces de banque en ligne et nos logiciels de paiement. Comment vous utilisez en effet toutes ces technologies comme la blockchain, l'IA justement pour lutter contre la fraude? Finalement, la période est propice aussi pour ça. Oui, alors dans le domaine il y a beaucoup d'IA dans la lutte contre la fraude à tous les niveaux. Du côté du commerçant, du côté des banques et des réseaux. La blockchain, bon, c'est pas encore quelque chose qui est utilisé majoritairement dans les paiements, sauf dans le domaine un peu parallèle des cryptoactifs. Mais c'est pas quelque chose qui aujourd'hui concerne majoritairement les entreprises et les entrepreneurs. Un mot quand même parce qu'on a beaucoup parlé des paiements où il y a un particulier comme un paiement qui va chez Voyage SNCF. Voilà, nous, on appuie beaucoup aussi le virement instantané. Virement instantané, ça fait aujourd'hui 6,5% des paiements. On croit beaucoup qu'il y a une sorte d'alignement des planètes qui se crée là, dans les prochaines années entre le virement instantané qui marche. Ça fait 6,5% des virements aujourd'hui en France. Et ça va probablement, ça augmente, ça double chaque année. La facturation électronique. 2026, des standards aussi qui sont créés au niveau européen sur le Request to Pay. Voilà, pour les paiements entre entreprises, il y a plein de choses qui sont en train d'être développées aussi pour avoir également des alternatives crédibles à d'autres moyens de paiement comme la carte. Bien sûr. Florence Aigurel, la FTE. Alors, je reviens juste sur l'IA. Quelque part, dans le paiement, on a presque inventé l'IA. Parce qu'on en a toujours fait pour voir est-ce qu'il n'y a pas des schémas de fraude et avant d'accepter un paiement, voilà, on avait toute cette intelligence artificielle. Donc c'est pas nouveau pour nous. Et, donc on l'a utilisé, on continue à l'utiliser tous les jours et mettre en place un nouveau moyen de paiement. La base, c'est vraiment la sécurité. Donc sécurité, 2, fluidité. Donc c'est vraiment les piliers. Avec l'IA, on va pouvoir aller plus loin. On a parlé des wallets. Mais si on rajoute là-dessus l'IA, on pourrait se dire que finalement, le client, il aura peut-être plus besoin de choisir tel ou tel compte en banque, tel ou tel moyen de paiement. Tout ça va se faire automatiquement en fonction de l'intérêt qu'il peut avoir dans telle ou telle situation. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Question. Alors, monsieur, je me dirige vers vous. Merci beaucoup, en tout cas, à l'avance. Merci. Bonjour, donc Yvan Communaux de O21Pay. Donc j'avais 2 questions, une pour chacun. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez des freins sur l'initiation de paiement, l'open banking? Quels ont été-ils et quels sont encore les freins dans le futur? La deuxième question, qu'est-ce que vous pensez aussi du paiement via stablecoin? Stablecoin. Expliquez-nous. Alors oui, l'open banking, c'est ce qui a été fait avec... c'est ce qui consiste à permettre à des acteurs tiers d'initier des paiements depuis un compte bancaire qui n'est pas dans les livres de cet acteur tiers. Donc il y a plein de fintech, mais aussi les grands réseaux de paiement par carte s'y intéressent. Ils rachètent des solutions d'initiation de paiement. C'est vrai que ça a du mal à décoller. Ça a du mal à décoller parce que c'est extrêmement minoritaire les flux d'initiation de paiement, parce qu'il y avait une question on a un petit peu... par la voie réglementaire, obliger les banques à créer des API. Et on a beaucoup agi sur ce levier réglementaire pour faire en sorte que les API marchent et que les gens puissent avoir d'autres solutions que pour payer. Ce que je peux dire, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer pourquoi ça n'a pas décollé aussi rapidement. C'est que cette question d'open banking, elle reste dans notre stratégie nationale à l'horizon 2030. Ça, c'est clair que pour avoir des alternatives à la carte, l'open banking en fait clairement partie. Donc, on va essayer de s'assurer que ça marche sur le long terme, même si ça n'a pas eu le décollement immédiat. Mais je crois qu'après tout, dans les paiements, c'est pas complètement anormal que ça prenne du temps. Après, sur les stablecoins,
Deuxième question, c'est les actifs, c'est les crypto-actifs à valeur stable. Donc il y a, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il y a les stablecoins de Tether, de Circle exactement, qui commencent à arriver sur le marché. Bon, il y a une réglementation qui est la réglementation européenne pour bien encadrer ces actifs. Est-ce que ça va vraiment décoller dans le domaine des paiements? Ça reste à voir. C'est aujourd'hui utilisé comme moyen de paiement dans un écosystème, dans l'écosystème des cryptoactifs. Effectivement, ceux qui sont un peu dans les jeux, dans les cryptos, ils achètent avec des stablecoins. Est-ce que ça peut vraiment décoller dans l'économie réelle? Ça reste à voir. Florence Ségurel, pour répondre à ce monsieur. En fait, il faut aussi avoir une base de quoi. Pour que, par exemple, chez SNCF, on lance un nouveau moyen de paiement type stablecoin, il faut déjà qu'il y ait la base client. Et il faut encore une fois qu'on s'assure de la sécurité, du parcours client et du modèle économique, parce que c'est quoi le coût derrière. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, les critères pour aller plus loin ne sont pas encore remplis, mais on est en veille active sur le sujet. Autre question peut-être, mesdames, messieurs, profitez-en, vous avez devant vous la Banque de France et l'Association française des trésoriers d'entreprise. Question que vous posez peut-être. Ah bah, Encore monsieur, Super. qu'est-ce qu'on remet comme pour une personne qui pose 2 questions? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner, vous, la Banque de France? Une réponse. Non, je pense à un petit cadeau. Merci, j'en profite. Peut-être 2 retours d'expérience sur justement l'innovation à la Banque de France. Je sais qu'il y a un lab d'innovation et puis sur les paiements SNCF. Une question très large. Nous, alors je prends un exemple. Nous, on est plus régulateur que. Alors, on est régulateur. Après, on a quand même, on est le banquier de l'État. Et on souhaite aussi que l'État participe à cette évolution des moyens de paiement. Alors, c'est majoritairement du virement, c'est majoritairement du prélèvement. On paye généralement ses impôts par du prélèvement. Mais sur le virement, bien évidemment, le virement instantané va faire partie des solutions à disposition des administrations pour régler ses fournisseurs, par exemple. Ça fait partie de notre mission. Après, ça veut dire que les fournisseurs seront payés plus vite, plus rapidement. C'est souvent un peu un reproche qu'on fait vis-à-vis de la puissance publique d'être payé. Nous, on offre, après, c'est aux après. administrations de. Non, mais j'entends bien, mais en tout cas, félicitations si ça se fait, grâce à vous. Merci. C'est en partenariat avec l'État. Et puis après, on a notre lab, effectivement. Alors là, je donne un exemple. Simplement, on n'en a pas parlé dans les menaces futures, sur lesquelles il y a l'informatique quantique. Menaces ou opportunités futures. Mais voilà, les paiements, c'est de la sécurité, c'est du chiffrement. Ça peut être mis en fragilité par les technologies d'informatique quantique. Et par exemple, le lab a fait quelque chose, a fait une expérimentation pour tester du chiffrement quantique sur des systèmes de paiement entre la France et l'Allemagne. C'est des choses qu'on regarde. Et nous, côté Banque de France, on invite vraiment à ce que tous les acteurs de la chaîne du paiement s'intéressent à cette question quantique, à la feuille de route que ça implique, parce que ça prend du temps de faire changer les systèmes d'information dès maintenant. Le mot de la fin, ça sera vous, Florence Ségurel. Oui, parce qu'il y a une question qui vous était destinée. Voilà. Et donc, moi, pour l'avenir, les paiements de demain. Et l'innovation à la SNCF je ne peux pas répondre. Donc, l'innovation à la SNCF, on a un lab innovation. Effectivement, on fait de l'innovation tous les jours. Aujourd'hui, on a lancé. Cette semaine, on a lancé une technique de soft POS, donc du paiement sans terminaux de paiement pour nos agents. Ça fonctionne comment, ça? J'ai encore du temps? Non. C'est un smartphone qui est utilisé comme terminal de paiement. Bien. Voilà, on a du virement instantané déjà sur un de nos sites. Et le mot de la fin, les paiements de demain, c'est plutôt un mot incantatoire. Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment, vraiment aujourd'hui plus de transparence. Et donc, j'espère que vous aurez appris déjà un peu plus de choses. Oui, c'était bien intéressant cette conférence. Ouais. Félicitations à tous les deux. On les applaudit. Florence Ségurel de la FTE et de la SNCF et Pierre Bienvenu de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On se retrouve ici à 14h avec d'autres conférences passionnantes jusqu'à la fin de la journée ici sur la scène de l'Estrade. À tout de suite.